souvenez quand on faisait tous des blagues sur 2020 comme quoi c'était la pire année? Fuck you, 2020. Get fucked. Comme si on avait juste eu une mauvaise run et qu'on allait pouvoir recommencer, prendre un nouveau départ avec la nouvelle année. C'était le bon temps, hein. Alors pour cette énième année dans la pire timeline, on va parler d'espoir. Alors je sais, ça paraît un peu cucu comme ça, mais vous allez voir, on va essayer de voir ça un peu différemment grâce à un chouï d'histoire et surtout beaucoup de jeux vidéo. Take this. It is hope, the very last of it. It is yours now. Quand rien ne va, que ce soit l'état du monde ou parce que la vie quoi, d'autant que souvent les deux sont liés, les imaginaires, les œuvres, les objets culturels, ça peut aider à aller mieux. Une de leurs fonctions après tout c'est l'évasion, l'escapisme dans la langue de Shakespeare. C'est assez magique quand on y songe, hein, cette capacité humaine à se projeter dans d'autres mondes, d'autres univers, d'autres timelines, pour oublier quelques instants le nôtre. Une forme de suspension volontaire de réalité. Et le jeu vidéo c'est une forme d'évasion dont vous êtes le héros, qui a la particularité d'être actif. Et je note une certaine tendance depuis quelque temps à ce qu'on est venu à appeler les wholesome games, des jeux pour être un temps AFK des horreurs du monde IRL et faire le plein de beau, de poésie, de douceur, par opposition à des univers qui poussent les potards du réel dans ce qu'ils ont de plus glauque, voire ont des mécaniques volontairement douloureuses. Des jeux pour se sentir bien. Des jeux feel good. Et c'est une sensation que je partage, mais ça me questionne un peu parce que quand ça va pas ouf, il y a un jeu dans lequel j'aime bien me plonger, où je me sens bien, et ce jeu feel good, aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est Darkest Dungeon. Bon, au-delà de la boutade, je le dis assez sincèrement, et pas du tout en mode gothique Sasuke, je suis trop dark, je me réfugie dans les ténèbres. Non, je trouve vraiment que Darkest Dungeon, paradoxalement, est un jeu rassurant. D'une façon un peu particulière, certes, mais c'est bien pour ça que j'en parle. Et de fait, c'est un jeu sur l'espoir, qui en donne une vision, l'air de rien, pas marrante, hein, mais vachement cool. Alors ouais, ça va être difficile de le qualifier de wholesome game, hein. Sain, c'est pas l'adjectif qui vient en premier, tant tout y est sombre, dégueulasse et oppressant. Il nous confronte constamment à la folie, la violence, la maladie et la mort, dans un univers de dark fantasy qui penche plutôt côté Lovecraft, Howard ou Moorcock. Sentiment renforcé par les mécanismes même du jeu, conçus pour être relativement exigeant, injuste et frustrant. Parce que, et je le dis autant pour expliquer aux néophytes que pour questionner les connaisseurs, au fond, qu'est-ce qui se passe quand on joue à Darkest Dungeon 2 ? Le monde est submergé par les ténèbres, la folie et la violence, un sentiment omniprésent d'apocalypse. Du coup, ça vous déprime, vous allumez votre PC et vous lancez le jeu. Et là, le monde est submergé par les ténèbres, la folie et la violence, un sentiment omniprésent d'apocalypse. Ça, c'est l'univers. Mais à quoi on joue ? On recrute une équipe d'aventuriers et on envoie ses vaillants compagnons, vaillants, on va voir, on les envoie sur une route semée d'embûches au bout de laquelle se trouve un donjon, plus ou moins sombre, abritant un boss. Sur le chemin, il faudra faire des choix et en assumer les conséquences, entre les routes accidentées, les ténèbres envahissantes et bien évidemment des combats. Plein de combats qui sont le cœur du jeu. Chaque étape vous permettra d'améliorer vos personnages, leur équipement ou votre carriole, de les soigner ou de leur procurer un repos bienvenu. Le tout en choisissant d'aider ou non les malheureux habitants de ce monde, de prendre le risque d'explorer des lieux pleins de secrets, de mener de périlleuses batailles pour en tirer quelques butins. Surtout en entretenant l'espoir. Be bold once more. Très littéralement, hein, c'est vraiment quelque chose que vous transportez physiquement. Et vous perdez. Selon toute probabilité. Ça va aller de mal en pis, vos aventuriers vont prendre super cher, choper des maladies, subir des traumatismes ou proprement craquer sous la pression avant de crever les uns après les autres. We will see them again. I am sure of it. Puis vous allez recommencer. En ce sens, ça rappelle des choses dont on avait déjà parlé sur Hades. En revanche, le côté tour par tour tactique, avec retour à une base à entretenir, rappelle des piliers fondateurs comme XCOM, avec une particularité. Dans les XCOM existe le fameux mode homme de fer, où votre progression est sauvegardée automatiquement en remplaçant la sauvegarde précédente. Vous pouvez quand même, parce qu'on n'est plus dans les années 90, arrêter le jeu pour reprendre un peu plus tard où vous en étiez, mais impossible de revenir en arrière. Comme dans la vie quoi.
Ça pimente la partie en obligeant le joueur à assumer les conséquences, les coups de bol comme les coups durs. Dans Darkest Dungeon, c'est comme ça de base. Et c'est aussi le cas des excellents Banner Saga, Star Renegades ou Aetheris, avec qui ils partagent dans des styles très différents des principes de base, des directions artistiques époustouflantes, non mais regardez-moi cette merveille, mais aussi, et je ne pense pas que ce soit un hasard, une prémisse de fin du monde, une apocalypse en cours qui vous submerge. The end has come. Comment on peut trouver feel good de tels trucs de maso? Est-ce que je suis pété du casque? C'est possible, mais ces jeux, malgré leur aspect sans pitié, randomisé, souvent injuste, et leurs univers pesants, arrivent à être très satisfaisants et entretenir la flamme qui vous fait continuer. D'où le fait que je trouve cette thématique de l'espoir particulièrement bien choisie pour Darkest Dungeon 2, et je précise bien 2, car c'est assez fou comment de simples changements de gameplay peuvent raconter des choses différentes. D'abord, ces jeux sont satisfaisants, là encore comme Hades, parce que chaque partie que vous ayez progressé ou lamentablement échoué, va vous rapporter un petit quelque chose. Des améliorations, des ressources, de nouvelles compétences qui vous serviront pour plus tard. En plus d'un bien plus précieux encore, à prendre des échecs et donc à faire mieux comme disait l'autre. Abattez la citadelle! Ça, c'est valable pour le premier opus et un peu tous les jeux évoqués. Ceci dit, il y a quelque chose qui a changé dans cette suite, qui l'a fait ressentir fondamentalement différemment de son illustre prédécesseur, jeu très populaire mais réputé extrêmement punitif, frustrant, voire décourageant. Of the darkest dungeon. Alors, il y a bien sûr les conditions, on va dire, purement narratives. Dans le premier, vous héritiez d'un domaine où l'amour est pas du tout roi, totalement rongé par les monstruosités et autres horreurs non euclidiennes. Pour l'explorer, afin de récupérer les trésors et les secrets qui vous reviennent de droit, vous recrutiez des aventuriers que vous envoyiez au casse-pipe. Malgré cette prémisse assez égoïste, il s'agissait tout de même de sauver le monde des saloperies qui se déversaient sur lui à cause de votre famille de rentiers dégénérés. C'est moi le tueur du quartier. Dans la suite, le mal est fait et a désormais envahi le monde. Merci patron. Merci patron. Merci patron. Merci patron. Ce qui pourrait paraître encore plus oppressant. Pourtant, vos personnages ne représentent plus une foule de pillards attirés par la promesse de richesse et d'aventure. Ils représentent le dernier espoir de l'humanité, symbolisé par cette torche qu'ils trimballent au milieu des ténèbres. Mais là, on parle de jeux beaucoup moins axés sur la narration que les gros jeux très cinématographiques. Ce qui change vraiment l'expérience, c'est comment on joue. Comme l'avait analysé l'équipe de Game Next Door à l'époque. Une seule chose est gratuite dans Darkest Dungeon, les personnages. Recruter des aventuriers était une des seules choses gratuites, alors que soigner leurs bobos physiques et mentaux coûtait un pognon de dingue. Et puisqu'une mort définitive les attendait au détour de n'importe quelle mission qui se passait pas comme prévu, le système poussait le joueur à les considérer froidement comme des ressources humaines, stratégiques et sacrifiables. Que vous le vouliez ou non, et même si vous leur donniez des petits noms. Eh bien, au revoir. Alors c'est fini alors? Eh oui, vous êtes virés. Dans cette approche utilitariste, les personnages se résumaient à leur classe, qui n'était que ça, des genres de métiers qui servaient à composer des équipes où chacun était remplaçable par un autre de même formation. Vous pouviez recruter plusieurs barbares, plusieurs maîtres d'armes, plusieurs nota bene. Mes chers camarades, bien le bonjour. Promis à des longévités différentes. Or, dans le 2, chaque classe est un personnage. Même si tous meurent dans d'atroces circonstances, lorsque vous recommencez, il s'agit du même barbare, du même maître d'armes, du même nota bene. Le tout justifié dans la diégèse par une idée de boucle temporelle qu'on retrouve d'ailleurs dans Star Renegades et dans Aetheris. Lors des missions, vous pouvez vous rendre devant des hôtels de réflexion où chaque passage va vous révéler un épisode de leur vie, un genre de confessionnal quoi. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Ils vont vous en apprendre plus sur qui ils sont, comment ils en sont arrivés là, quelles sont leurs personnalités et leurs traumatismes personnels. Chapter 4. Ghosts of the Past. Et c'est pas juste un bonus pour les passionnés de l'univers, hein. Même si vous vous en contrefoutez de leur vie assez cassos, ce sont ces flashbacks qui débloquent leurs compétences et vous permettent de progresser chaque fois plus. Ça paraît con comme ça, mais ça signifie que dans le 1, plus vous avanciez, plus vous deviez vous détacher émotionnellement de vos aventuriers. Tandis que dans le 2, plus vous avancez, plus vous devez vous attacher à eux. Puis alors, leurs histoires sont absolument horribles, tragiques, déprimantes, et pourtant, le fait de voir ces personnages profondément dysfonctionnels, tourmentés, brisés par la vie, persévérer dans cet arc de rédemption où littéralement le sort du monde qui les a tant malmenés repose sur leurs épaules, ça a quelque chose de bien plus inspirant, de bien plus beau, de bien plus
feel good. Dans beaucoup de jeux, la satisfaction vient de l'assouvissement d'un fantasme de puissance, te mettre aux commandes d'un personnage surhumain dont les capacités d'agir sont hors normes par rapport au reste de son univers, qui tourne autour de lui et dont il est en mesure d'imposer le cours. Et même d'autres jeux réputés exigeants, comme les fameux From Software aux ambiances crépusculaires assez similaires, reposent essentiellement sur vos capacités d'exécution et pas un aléatoire constant. Aléatoire qui fait partie de Darkest Dungeon et que donc on doit avant tout accepter de devoir gérer. Alors que dans un Dark Souls ou un truc du genre, à force de perfectionner sa technique, on va parvenir à faire ce qu'il faut pour éclater un boss géant. On peut même théoriquement finir ces jeux extrêmement difficiles sans prendre un seul coup. Ça reste une power fantasy juste plus difficile à assouvir. Dans Darkest Dungeon, à l'inverse, on se retrouve aux manettes d'une équipe de héros certes un peu balèze, mais profondément faillible et vulnérable, autant physiquement que moralement. Et à chaque échec, vous savez que vous retrouvez ces gens. Vous ne les avez pas vraiment perdus, vous les connaissez même mieux et ils ont eux-mêmes progressé. Le jeu reste injuste et frustrant dans son aspect aléatoire et punitif, c'est pour ça qu'on les aime quand même à la base, mais il remplace les regrets par une sensation de progression à chaque mission, même foirée. Try and try again. You will break through this gloaming murk. Progression qui ne le rend pas plus facile, bien au contraire, puisque chaque boss surmonté vous ouvre une nouvelle étape, pire encore, et progression dont le choix des noms est assez parlant. Déni, ressentiment, obsession, ambition et lâcheté. Cette façon même de progresser, elle fait ressentir l'espoir, son sujet, d'une façon bien particulière. Si tu veux vraiment jouer au jeu, c'est dur, mais tu peux pas chougner que t'aurais dû gagner la fois d'avant, la faute à la manette, et puis c'était abusé, et puis si seulement... Non, si tu veux jouer au jeu, tu dois comprendre que tout ça là, c'est le jeu. Lancer une partie de Darkest Dungeon, c'est sauter à pieds joints dans l'inconnu, avoir les chances contre soi et accepter qu'on va surtout devoir gérer la merde avec pour seule promesse qu'on risque de perdre parce qu'il aurait fallu de meilleurs équipements, que les persos étaient pas encore au niveau, l'équipe mal branlée, qu'on a fait des erreurs, pris de mauvaises décisions, pas eu de bol, que ça on l'a payé hyper cher. Parce que ce critique-là du boss sur la punkette au pire moment a ruiné une partie qui se passait si bien que Gérard Majax, il aurait pu te sauver avec un bon heal pour une fois, mais non, il a fait un jet tout pourri et en plus, il est devenu zinzin. Sauf que, justement, c'est rageant, mais c'est le jeu ma pauvre Lucette. Alors ça va pas te faire baisser les bras puisque t'as pas le choix et tu as l'espoir. L'espoir que tu vas revenir avec de meilleurs équipements, une équipe mieux foutue et des persos plus forts, non pas malgré, mais grâce à ces échecs innombrables. Ton équipe sera ultra balèze parce que tes équipes étaient toutes pinées les fois d'avant. Et tu referas pas les mêmes erreurs parce que pour pas refaire les mêmes erreurs, il faut déjà les avoir faites. Non, vous en faites de nouvelles. Et tu vas perdre quand même. La situation est satisfaisante. Les essais continuent à très bien rater, car c'était un des principes de base de la logique Shadok. Ce n'est qu'en essayant continuellement que l'on finit par réussir. Ou en d'autres termes, plus ça rate, plus on a de chances que ça marche. Et puis, la punkette, c'est elle qui va le mettre au boss, ce critique sorti des enfers, pile au moment où ça retourne la situation. Et le sort de soin de Gérard Majax, ce putain de sort de soin qui est tellement aléatoire, il va sauver Michel d'une mort certaine. En plus, Michel va résister à ce putain de saignement qui va avec ce putain de sort, parce que t'auras justement mis un petit truc pour réduire les chances de saignement de Michel, parce que tu le sais que t'as souvent besoin de lancer ce sort sur Michel. Et là, il y était à la boutique cet item, et t'avais l'argent. Et Gérard Majax, il va quand même devenir zinzin. Sauf que non, Gérard Majax, il va pas devenir zinzin parce que quand la jauge de stress elle atteint son max, il y a une probabilité que tu peux plus ou moins favoriser qu'au lieu de péter un câble et de perdre les 3/4 de sa vie, le personnage il se dépasse et il sauve la game. Et ce boss qui te faisait galérer, ça y est, il tombe. Your fault was not in burying your furies, but in thinking they would accept such a fate. Ce que tu ressens dans ces moments-là, c'est ça le jeu. Autant que les moments où tu vas rager. Ce que tu ressens dans ces moments-là, tu peux le ressentir parce que il y a eu tous les moments où t'as ragé. Et en réalité, c'est même pas que cette fois t'auras eu du bol. Le plus souvent, tu vas triompher alors que ça partait mal, que t'as fait une erreur fatale et que l'engueulade entre Michel et Juliette t'a ruiné leur meilleur sort dans la dernière ligne droite. Sauf que tu auras géré quand même. Et contre toute attente, alors que t'y croyais plus vraiment, honnêtement,
Eh ben c'est passé. Tu as triomphé parce que tu as continué sans rien en attendre, en étant parfaitement lucide sur la situation que tu devais gérer et les cartes que t'avais en main. Même là, c'est toujours pas fini. Mais ça a pas besoin de l'être. La lutte elle-même vers les sommets suffit à remplir un cœur d'homme. Il faut imaginer Sisyphe heureux. D'ailleurs, je l'ai pas encore fini, Darkest Dungeon 2, et si ça se trouve, je le finirai jamais. Et c'est pas grave, parce que j'ai même pas besoin de la promesse d'y arriver un jour pour continuer, que ça ait valu le coup et que ça ait fait du bien. Au-delà d'être des jeux de tactique et de réflexion, ce sont des jeux de persévérance. Et persévérer, c'est pas facile. C'est pas toujours agréable, par définition. Pourtant, c'est feel good. Tout ça, j'en parle pas pour faire un truc inspirant façon citation de merde pour mur Facebook. Vous vous doutez bien que ça m'insupporte les discours développement personnel de radicalisés sur LinkedIn qui prétendent genre quand on veut on peut, que si tu perds c'est parce que t'es un perdant, etc. Tu es triste? Arrête. C'est hyper individualisant et culpabilisant, et puis surtout, c'est un optimisme de privilégié, plein de biais du survivant. Forcément, c'est facile d'espérer quand tout va plutôt bien pour toi, quand tu te contentes des choses telles qu'elles sont. Ça mérite franchement pas une médaille. Non, souvent, on veut, on peut, mais ça veut pas, Et tout comme c'est insupportable la positive attitude New Age, cette espèce d'auto-persuasion qui consiste à se détacher des choses, à faire l'autruche quoi, avec une croyance aveugle que les choses sont très bien comme elles sont et puis que ça va aller mieux. Tout ça en plus d'être quand même assez ridicule. Ok, ça peut rassurer un peu, mais ça peut être très contre-productif, au sens où ça te prépare quand même très mal à te prendre le mur du réel et ça te permet même pas d'agir. Non, ce sujet de l'espoir quand tout va objectivement mal, je le trouve passionnant parce que déjà l'espoir quand tout va bien, donc oui, super, merci. Et puis cette thématique, elle touche autant au personnel, parce que la vie, c'est quand même un peu dur, qu'au politique, parce que... monde de merde. Et à la philosophie, à la psychologie, ou ce que vous voulez. En fait, quand j'y pense, on l'a souvent abordé en filigrane. On avait parlé de l'hégémonie du post-apo dans notre émission pour Lubin. Et oui, d'ailleurs, vous le savez peut-être pas ici, mais on fait aussi des vidéos sur leur chaîne tous les mois. C'est dans la droite ligne de la nôtre, dans un format plus court, où on peut aborder plein de trucs différents. Regardez, vous avez tout ça à rattraper après cette vidéo, on vous met la playlist à la fin. On l'avait aussi abordé avec Les Fils de l'Homme, que beaucoup de gens trouvent déprimant, alors que c'est un magnifique film sur l'espoir. Et c'est pas pour rien que le petit docu qui va avec s'appelle The Possibility of Hope. Well, I have 9 grandchildren, so to be absolutely honest, I don't know what to tell them, except the truth, what will be happening, and the options as I see them. But it's really going to be up to them. The best thing I can do is to encourage them and get them to regard it with a sense that not only is it awful and terrible, but it's also, there's an adventure there and a chance of improvement. And that they should continue. Avec Tolkien aussi, tiens, qui aimait pas trop cette notion d'évasion. Le Seigneur des Anneaux, ça a cette même ambiance crépusculaire, avec des personnages constamment submergés par les ténèbres, qui avancent alors qu'ils semblent avoir aucune chance, qui badent, et qui pourtant comprennent qu'ils ont pas le choix. Je voudrais que rien de tout ceci ne se soit passé. Comme tous ceux qui vivent des heures si sombres, mais ce n'est pas à eux de décider. Tout ce que nous devons décider, c'est que faire du temps qui nous est imparti. Et c'est pas étonnant que l'objectif dans Darkest Dungeon 2, c'est amener l'espoir dans la dernière montagne où il y a le mal absolu. C'est pas étonnant non plus quand tu vois la vie de Tolkien. Et je pensais pas prononcer cette phrase un jour, mais il y a un autre type qui est très Darkest Dungeon et qui s'appelle Antonio Gramsci. Et pas juste parce que ces citations, tu peux les lire avec la voix du narrateur du jeu. A crisis consists precisely in the fact that the old is dying and the new cannot be born. In this interregnum, a great variety of morbid symptoms appear. Non mais c'est ouf, ça marche hyper bien. Et faut dire que le gars, il a tout un truc très crépusculaire, avec des histoires de monstruosité, de ténèbres et de lumière. Bon, le gars, évidemment, il est surtout connu pour ses concepts politiques que, littéralement, tout le monde reprend, et quand je dis tout le monde, c'est tout le monde, pas juste les gens comme moi qui sont proches politiquement, c'est la ref dès que ça parle de la fameuse bataille culturelle, d'hégémonie, tout ça. Tout particulièrement, et vous noterez l'ironie tragique, par le camp politique auquel il s'est opposé au prix de sa vie et qui semble bien mobiliser ses concepts. Mais aussi étonnant que ça puisse paraître, c'est pas pour ça que je vous en parle aujourd'hui. C'est que le gars, il a théorisé une approche de l'espoir qui fait étrangement écho à ses sensations du jeu. Une approche souvent résumée par une formule devenue célèbre, même si apparemment lui-même
même l'a emprunté à l'écrivain français Romain Rolland. Pessimisme de la raison, optimisme de la volonté. Cette idée, elle prend tout son sens quand tu vois la vie du type. Alors, bon, je vais pas vous Seb Lafrite Antonio Gramsci, hein, mais en gros... Installez-vous confortablement parce que là, on touche à du très très lourd. Le gars aurait eu toutes les raisons de devenir le doomer ultime. Vous savez, quand on dit « Ah, ça rappelle les heures les plus sombres », bon ben, les heures les plus sombres auxquelles on fait référence, la version originale, lui, il était en plein dedans. Pour la faire courte, il est né en 1891, et gamin, c'est une tronche. Par contre, il a atteint d'un truc assez vénère qui s'appelle le mal de Potte. Et rien que ça, on dirait une affliction de Darkest Dungeon. C'est globalement une tuberculose à la colonne vertébrale. Normalement, ça doit être pris en charge très vite, avec un traitement hyper lourd, mais voilà, on est dans la campagne italienne de la fin du 19e, donc il va se trimballer ça toute sa vie. Je vous passe les détails, mais c'est des douleurs terribles, ça se dégrade avec le temps et ça pourrit toute ta santé. Autant dire que tout ce qu'il a fait, il l'a joué en difficulté hardcore. Comme si ça suffisait pas, son père c'est un petit fonctionnaire de province et il s'est fait envoyer en tôle pour d'obscures histoires de corruption. Résultat, il doit abandonner l'école pour aller bosser vu que sa mère se retrouve seule à subvenir aux besoins de 7 mômes. Quand son père sort, il a une bourse qui lui permet de reprendre ses études et c'est là où il commence à se piquer des idées socialistes pour lesquelles il est connu. C'est exactement ce qu'il veut dans sa vie. Mais pas au moment où c'est cool, c'est l'utopie, on va vers des lendemains qui chantent. Non, au contraire, c'est le moment où ça se passe pas bien. Déjà, Première Guerre mondiale, hein, rien que ça. Donc, prolétaires du monde entier, unissez-vous, la paix universelle, ça s'est pas passé comme prévu. Il y a bien une révolution en Russie, mais dans l'Europe industrielle, qui est l'endroit où on pensait que ça allait être le plus la fête, là non plus, ça se passe pas comme prévu. Les révolutions foirent, sont écrasées dans le sang, et on se rend pas compte à quel point c'est violent comme période. Y compris chez lui en Italie, où il est hyper actif, hein, il va même fonder le Parti communiste italien. Piuttosto che diventare un fascista. Mais, comme vous le savez sans doute, c'est les fascistes qui vont gagner dans ces années-là. Les originaux, hein, là aussi, hein, ceux dont le nom y vient. Le gars, il s'est clashé IRL avec Mussolini et tout. Hein. These are puppets I do not like. Donc, boum, il finit en tôle, malade comme il est, et au vu des conditions de détention, il va y mourir, au bout de 11 ans quand même. Donc, vous comprenez bien que dans ces années-là, il aurait pu dire, voilà, j'ai joué, j'ai perdu, j'ai rage quit, personne lui en tiendrait rigueur. 1-1, pas Tonio. Il a rien lâché, il a continué à communiquer avec l'extérieur pour essayer de résister au fascisme, puis il a rempli des petits cahiers hein, qui ont juste tué le game de la pensée politique, au point que tout le monde, et comme je l'ai dit, tout le monde en parle encore aujourd'hui. Son parti va devenir un des plus gros d'Europe avec celui de la France. Dans le genre, ceux qui vivent des heures sombres et qui décident que faire du temps qui leur est imparti, ça se pose là. Et ça, c'est plutôt encourageant. Gramsci, c'est Gandalf le Rouge au fond. Et ça reste badant, hein, parce que lui, il a pas vu la suite. Il a pas vu quand ses bourreaux ont été vaincus, et quand ses potes à lui vont s'imposer dans la vie du pays pendant des décennies. Et pas non plus quand ça s'est réécroulé bien plus tard, ni quand les héritiers de ces mêmes bourreaux sont revenus au pouvoir. Et quand je dis les héritiers, c'est pas pour faire un point Godwin, hein, c'est factuel, c'est vraiment littéralement la continuité de ceux de l'époque. Elle commence dal moment de jeunesse du movimento sociale. Donc le parti en fait héritier du fascisme italien. Moi je crois que Mussolini c'était un bon politicien, c'est-à-dire que tout ce qu'il a fait pour l'Italie. Regardez, ils ont pas perdu espoir eux non plus. Tout comme il verra pas ce que l'avenir nous réserve. Et c'est peut-être pas plus mal, hein, mais de toute façon, c'est pas la question Geneviève, puisque par définition, on ne sait pas. Nous non plus d'ailleurs, hein, on verra pas tout ce que l'avenir nous réserve, mais s'il y a bien un truc qu'on peut retenir de Tonio, c'est que c'est pas une raison. Ça n'est jamais une raison. Et on est bien content hein, que des gens comme lui aient entretenu l'espoir dans les pires moments, ne serait-ce que pour pouvoir transmettre le flambeau. Take this. It is hope. The very last of it. It is yours now. Cette fameuse citation, elle provient de tout ça, de toute cette vie, et c'est intéressant de la voir en entier. Ayez bien conscience que je suis loin de me sentir vaincu. Il me semble qu'un homme profondément convaincu que sa propre force morale vient de lui-même, la source de son énergie et de sa volonté, la cohérence d'acier des objectifs et des moyens, ne tombe jamais dans ces humeurs vulgaires et banales, le pessimisme et l'optimisme. Mon propre état d'esprit synthétise ces deux sentiments et les transcende. Mon esprit est pessimiste, mais ma volonté optimiste. Quelle que soit la situation, j'imagine que le pire peut arriver afin de réunir toutes mes réserves et toute la force de ma volonté pour surmonter tout obstacle.
Donc l'idée c'est ça, ni optimisme aveugle et foi absolue dans le progrès au risque de tomber de haut, ni dooming qui fait baisser les bras, ce qui est la plus autoréalisatrice des prophéties. Non, ce qui est fort avec ça, c'est que cette lucidité, elle te pousse à accepter ce qui se passe tout en te remettant dans un rôle actif, où t'as pas d'autre choix que d'être actif, en connaissance de cause. C'est pas pour rien que ça a donné un penseur de la praxis, de ce que tu peux faire concrètement. There's a type of hope now, which I think is very harmful, which is essentially a form of blocking out reality because it's too difficult to contemplate. Now, I think actually that's a much more hopeless view. Comprendre que ça peut aller plus mal avant que ça aille mieux. Au crépuscule, se préparer à survivre à la nuit pour voir le jour, s'attendre au pire, œuvrer au meilleur. Vous voyez pourquoi je dis que Darkest Dungeon et les jeux qui fonctionnent sur ces mêmes principes, c'est des jeux feel good. Feel good dans la douleur, ok, parce que c'est normal de trouver ça dur. Tenez, les Allemands, ils ont un mot pour ça, parce que ça, ils ont toujours plein de mots pour des sentiments mélancoliques ultra précis. Le Weltschmerz, littéralement la douleur du monde, c'est la sensation désagréable qu'on ressent face à l'écart entre le monde tel qu'il est et le monde tel qu'il devrait être, tel qu'on désire qu'il soit. Et ce sentiment, il est humain, c'est vain d'essayer de le fuir. La vie, le monde, va toujours nous rattraper. Évidemment, ça peut engendrer du pessimisme, voire de la résignation, mais ça peut aussi être un moteur. C'est productif de pas se contenter benoîtement du monde tel qu'il est. Les choses ne sont pas telles qu'elles devraient. Alors qu'est-ce qu'on fait? Comment aller de ce point A à ce point B, même s'il paraît inatteignable? Et il l'est, comme un horizon. Mais c'est pas mal, non, d'avoir des horizons. Nous avons eu davantage de soirées de défaite que de matins triomphants. Mais nous en avons fini avec le jugement dernier de sinistre mémoire. Et à force de patience, nous avons gagné le droit précieux de recommencer. Avant de vous souhaiter une bonne année, même si c'est mal parti, mais bon, pas une raison, on l'a dit, on doit remercier celles et ceux qui font que nous, on continue, en regardant notre travail, en faisant vivre, en le partageant, tout particulièrement les gens qui soutiennent l'émission financièrement, qui nous permettent de toujours avancer et d'entretenir cette toute petite flamme. À bientôt tout le monde. Ah non.